Bonjour, je suis Richard Peña, professeur de cinéma à Columbia University à New York et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'être ici dans cette table ronde avec M. Gitaï et aussi avec Agnès Piquel, qui est présidente de la Société des études camusiennes. Raoul Peck, qui était prévu pour participer dans la table ronde, c'est un tournage ou une production maintenant. Il n'était pas possible pour lui venir à Paris d'être partie de cette table ronde. Bon, nous pouvons peut-être commencer avec Agnès Piquel. J'ai une grande curiosité pour connaître plus sur les côtés camusiens du projet. Merci. Merci beaucoup et merci à Amos qui m'a invité à parler de Camus ici, à faire entendre Camus ici. Alors oui, bien sûr, lettre à un ami de Gaza, on pense à lettre à un ami allemand. Je vais en dire quelques mots. Mais évidemment, il s'agit aussi de l'Algérie. Et donc, de la lettre à un ami allemand, je passerai à une lettre à un militant algérien que Camus écrit en 1955, puis à quelques textes de chroniques algériennes qu'il publie en 1958, La guerre d'Algérie bat son plein. Cela nous mènera directement au propos de cette table ronde décoloniser l'imaginaire, tel qu'on peut le repérer dans le roman inachevé Le Premier Homme, que Camus écrit essentiellement entre 58 et 59. Je rappelle qu'il meurt dans les tout premiers jours de 1960, donc il ne connaît pas la fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance. Alors, lettres à un ami allemand, rapidement, elles sont écrites en 43-44, Amos l'a dit, publiées dans des revues de la Résistance. Camus, à ce moment-là, est en Haute-Loire pour des raisons médicales et aussi parce qu'il a dû quitter l'Algérie, n'y trouvant plus de travail. Il a rejoint en Haute-Loire le mouvement clandestin Combat dans le sud-est de la France et on lui a demandé de lancer le journal clandestin Combat, puis il le continuera à Paris. Et après la Libération, ça deviendra le grand journal de la Résistance. Il ajoute une 4e lettre et il publie le tout chez Gallimard en 1945 avec, et c'est important, une dédicace à René Lénaud, poète, résistant, fusillé par la Gestapo en 1944. Alors, ces lettres sont adressées à un ami fictif. Camus n'a pas eu d'amis allemands avant la guerre. Il imagine qu'un intellectuel, philosophe, artiste, pétri comme lui de la philosophie de l'absurde, avec qui ils ont entretenu de très longs liens intellectuels et amicaux, s'est résolument engagé dans le parti nazi. Alors, il se propose de se mettre en règle, je le cite, avec cet ami en explicitant leur chemin opposé. À partir de la base commune qu'ils ont eue, ils sont devenus ennemis. Et Camus souhaite et annonce sa défaite, sa mort en tant que nazi. Mais en même temps, il veut s'expliciter pour lui-même les raisons de son engagement dans l'action qui implique la violence. Lui qui a lutté contre la montée des fascismes européens à Alger dans les années 30, mais en même temps n'était pas pour la guerre. Il avait, d'une certaine manière, des positions pacifistes en 39 ou 40. Pourquoi a-t-il décidé en 42, fin 42, de s'engager dans la lutte et de soutenir la lutte armée? C'est aussi une des questions qu'il se pose dans ses lettres. Il veut dénoncer, et je passe vite parce que je voudrais vraiment arriver au texte sur l'Algérie, dénoncer le nihilisme foncier du nazisme et vraiment énoncer les motivations des résistants. Mais les enjeux de ces 4 lettres, qui sont des textes magnifiques, je vous invite à les lire, c'est publié en folio, il s'agit de défendre une certaine idée de l'homme à son ami devenu ennemi, à qui il promet la mort en tant que nazi. Il affirme « Je vous garderai le beau nom d'homme ». Il veut donc, en disant qu'il veut respecter en lui ce que lui ne respecte pas chez les autres. Il défend une certaine idée de la civilisation, mais ce qu'il défend fondamentalement et qu'il dit dans une préface ultérieure, c'est contre tous les nationalismes européens une certaine conception de l'Europe. Les lettres à un ami allemand ne sont pas anti-allemandes, elles sont pro-européennes. Cette préface date de 1946. Alors, l'ami allemand
est devenu l'ennemi nazi, qu'en est-il de l'ami algérien? En 1955, donc un an après le début de la guerre d'indépendance, Camus écrit cette lettre à un militant bien réel cette fois-là. Il s'appelle Mohamed El Aziz Kessous, il est militant socialiste, il a été proche de Ferhat Abbas dans les années 30 et Camus le connaît très bien. Il a travaillé avec lui dans les années 30 autour d'un certain nombre de projets communs. En novembre 1955, Kessous, qui est resté à Alger, veut fonder un journal qu'il intitule Communauté algérienne, dans laquelle il veut défendre une Algérie libre et plurielle. C'est le moment où l'on voit bien l'évolution du FLN, qui est tout sauf le projet d'une Algérie plurielle. La lettre de Camus est destinée à la une du numéro 1, novembre 1955, nous sommes un an après la Toussaint Rouge. Camus juge ce texte assez important pour le reprendre en 1958 dans Chronique algérienne, actuelle 3. Alors Camus partage les positions de ceux qu'on appelle les libéraux en Algérie, arabes et européens, donc qui se battent pour une Algérie plurielle au-delà de la guerre. Et bien sûr, au-delà du colonialisme, j'y reviendrai. Il soutient les efforts de ces libéraux dans l'Express. Il est entré à l'Express pas du tout parce qu'il est d'accord avec la ligne politique, mais parce qu'il veut retrouver un organe pour pouvoir parler de ce qui se passe en Algérie. Et il va bientôt répondre à leur invitation de venir en Algérie plaider pour une trêve civile, qu'il vient plaider le 22 janvier 1956. On a quelquefois présenté Camus comme un Don Quichotte. Vous allez voir, moi je vais aller à Alger, je vais dire que tout le monde... Non, il ne veut pas y aller, et c'est ses amis qui insistent pour qu'il vienne, en disant on a besoin de ton appui pour ce travail qu'on veut faire. L'appel pour la trêve civile sera un échec. Cette trêve civile, il l'explique, elle n'est pas destinée à tout régler comme cela, mais simplement à créer les conditions d'une négociation entre l'État français, cette négociation qui n'interviendra que 6 ans après, une négociation entre l'État français et toutes les composantes du mouvement indépendantiste algérien, c'est-à-dire aussi le MNA. Pour l'avenir, il défend une Algérie plurielle et fraternelle. Et je voudrais quand même faire entendre Camus, je vous lis un passage de cette lettre à un militant algérien. « Et pourtant, vous et moi, qui nous ressemblons tant, de même culture, partageant le même espoir, fraternels depuis si longtemps, unis dans l'amour que nous portons à notre terre, nous savons que nous ne sommes pas des ennemis et que nous pourrions vivre heureusement ensemble sur cette terre qui est la nôtre. Je veux croire à toute force que la paix se lèvera sur nos champs, sur nos montagnes, nos rivages, et qu'alors enfin, Arabes et Français, réconciliés dans la liberté et la justice, feront l'effort d'oublier le sang qui les sépare aujourd'hui. Ce jour-là, nous qui sommes ensemble exilés dans la haine et le désespoir, retrouverons ensemble une patrie. » Vous avez bien entendu réconcilier dans la liberté et la justice. Ça implique évidemment la fin du système colonial, mais pas une décolonisation à n'importe quel prix. Je l'ai dit, l'appel pour la trêve civile est un échec et 56-57 marque une aggravation irrémédiable de la guerre en Algérie. Camus est sommé de préciser sa position et il y a un débat très violent, j'y reviendrai, autour de la petite phrase à Stockholm en décembre 1957 sur la justice et la mer. Mais avant cela, je voudrais passer à ce recueil de textes où il reprend la lettre à un militant algérien, Chronique algérienne en juin 1958. C'est un acte très important et chaque fois que j'entends dire le silence de Camus à partir de 1956, j'ai envie de bondir, il publie un recueil de textes très officiellement en juin 1958. Il y rassemble tous les articles qu'il a écrits sur l'Algérie depuis 1939, c'est-à-dire depuis Alger républicain. Il écrit un avant-propos qui est un texte tout à fait extraordinaire dans l'évolution que ce texte opère entre la version avant que Camus n'effectue un long séjour à Alger, plus de 3 semaines, et puis son retour. Voilà ce qu'il dit de ce texte, et qui montrera bien que Camus est complètement conscient de la difficulté qu'il a à parler de l'Algérie, et pourtant
il faut qu'il en parle. Donc, un extrait de cet avant-propos. Ainsi, voulant répondre à tous ceux qui, de bonne foi, me demandent de faire connaître une fois de plus ma position, je n'ai pas pu le faire autrement qu'en résumant dans ce livre une expérience de 20 ans qui peut renseigner des esprits non prévenus. Je dis bien une expérience, c'est-à-dire la longue confrontation d'un homme et d'une situation, avec toutes les erreurs, les contradictions et les hésitations qu'une telle confrontation suppose et dont on trouvera maints exemples dans les pages qui suivent. Alors, de part et d'autre de l'ensemble des articles, de 39, 45, 55, il y a donc cet avant-propos où il donne son analyse de la situation actuelle et Algérie 58, qui est un décalque du titre de Germaine Tillon, Algérie 57, c'est tout à fait volontaire. Algérie 58, où il présente ses propositions pour l'Algérie. Très rapidement, il y a une double condamnation de ce qui se passe en Algérie. D'un côté, la torture et les représailles massives par l'armée française, qui sont très nettement condamnées comme des forfaits absolument inexpiables, mais de l'autre côté, les bombes posées par le FLN dans des lieux publics qui lui paraissent inadmissibles. Il y a en même temps dans ce livre, et surtout dans l'avant-propos, une remise en cause de l'opinion en métropole et du rôle joué par les intellectuels de gauche en métropole. Pour Camus, le but de l'intellectuel, c'est de, je le cite, désintoxiquer les esprits en métropole et apaiser les fanatismes en Algérie. Il écrit « Ce travail de désintoxication, je l'ai tenté selon mes moyens. Ses effets, reconnaissons-le, ont été nuls jusqu'ici. Ce livre est aussi l'histoire d'un échec. » Il refuse l'indépendance sous l'égide du FLN. Ce qu'il veut, et je l'ai dit à propos de la lettre à un militant algérien, c'est une Algérie fondée sur l'égalité entre tous les citoyens, arabes, kabyles, européens, et reliés à la France dans un système fédéral, mais avec une citoyenneté absolue et une égalité absolue, c'est-à-dire, encore une fois, à la fin du système colonial. Il souligne aussi les proximités, et je suis toujours dans Chronique algérienne. Dans la lettre à un militant algérien, il disait ceci: « Les Français d'Algérie, dont je vous remercie d'avoir rappelé qu'ils n'étaient pas tous des possédants assoiffés de sang, sont en Algérie depuis plus d'un siècle et ils sont plus d'1 million. » Et dans une nouvelle que vous connaissez sans doute, L'hôte de l'exil et le royaume en 1957, nous sommes dans la même période, l'instituteur français qui enseigne par choix sur les hauts plateaux, Daru, accueille chez lui le prisonnier arabe et le traite d'égal à égal. C'est un prisonnier qui n'est pas un prisonnier politique, c'est un prisonnier de droit commun qu'on lui a confié. Et il y a cette phrase: « Dans ce désert, personne, ni lui ni son hôte, n'était rien. Et pourtant, hors de ce désert, ni l'un ni l'autre, Daru le savait, n'aurait pu vivre vraiment. » Ce que Camus ne cesse de dire, et le premier homme le dira bien plus longuement, c'est l'enracinement des petits blancs dans cette terre et leur droit à y vivre, mais sur un tout autre système que le système colonial. Mais tout est devenu inaudible. En décembre 1957, je reviens à Stockholm, la petite phrase « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère », il vient de dire que la justice ne peut pas être ce qui s'impose par le terrorisme aveugle. Comment dire qui est ma mère? Entre la justice et ma mère. Ma mère, ce n'est pas simplement Madame Veuve Camus, et c'est sûrement pas la France. Alors, puisque tout le reste est devenu inaudible, la parole directe, l'article de journal, le recueil de textes, Camus va faire le choix de la littérature pour dire la même chose que dans Chronique algérienne, et il commence à écrire Le Premier Homme. Le Premier Homme, dont on a voulu dire que c'était une autobiographie, où Camus, déguisé bien sûr en roman, où Camus se réfugiait dans le bonheur de l'enfance parce que non, les temps étaient trop durs. Non, c'est un grand livre politique. C'est exactement, sur le fond, la même chose que Chronique algérienne. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un roman inachevé qu'il commence à concevoir en 1953, mais qu'il écrit vraiment en 58-59. Donc vous voyez quand tout le reste n'a plus rien donné, et l'écriture en a été interrompue par sa mort.
Nous avons un texte de 144 feuillets manuscrits et tous les dossiers de travail qui sont infiniment précieux. La publication a attendu 1994 pour des raisons qu'il est trop long d'expliquer ici. C'est bien un roman de la décolonisation. Dans les consignes qu'il se donne, dans les dossiers de travail, il dit « Ce devrait être la fin d'un monde ». J'insiste, c'est un roman et non pas une autobiographie. Il y a bien un personnage, Jacques Cormery, et c'est très volontaire. Camus ne veut pas raconter sa petite histoire de Albert Camus. Il veut, à travers ce personnage de Jacques Cormery, raconter, et pas du tout linéairement, l'histoire d'une quête. Cet homme part à la recherche de son père. Et le fait de ne pas choisir la linéarité de l'autobiographie, mais le roman, permet l'introduction d'une double dimension mythique et politique. Dimension mythique, déjà le premier chapitre du roman, qui est une nativité presque rêvée. À travers Jacques Cormery, Camus rêve sa propre naissance avec 2 femmes auprès de la parturiente, une européenne et une arabe, et dehors, 2 hommes, un Français et un Arabe, abrités de la pluie sous le même sac. C'est trop beau, c'est mythique. C'est cette Algérie rêvée dont il sait qu'elle est perdue, et définitivement perdue. Et tout le reste du roman est dominé par un autre mythe, et c'est très explicite, dans la partie rédigée et dans les notes, est dominé par le mythe de Caïn et Abel. Alors, si je dis que c'est un grand livre politique, il y a d'abord le vécu de la colonisation. Dans les va-et-vient de Jacques Cormery, entre lui qui est adulte, il a 40 ans quand il commence cette recherche du père, et des éléments de son enfance lui remontent en tête, il se rappelle, pas la confrontation, mais la cohabitation tendue entre, alors je dirais les indigènes et les Européens, puisque c'est difficile de dire les Algériens au moment de la colonisation. On est dans cette seconde partie très peu retravaillée, dans une immense phrase. Elle est à l'avant-dernière page du livre. J'ai dû la couper, elle fait 2 pages, non, 1 page et demie. Avec autour de lui ce peuple attirant et inquiétant, proche et séparé, qu'on côtoyait au long des journées, et parfois l'amitié naissait, ou la camaraderie. Et le soir venu, ils se retiraient pourtant dans leur maison inconnue, où l'on ne pénétrait jamais. Barricadés aussi avec leurs femmes qu'on ne voyait jamais, ou, si on les voyait dans la rue, on ne savait pas qui elles étaient, avec leur voile à mi-visage et leurs beaux yeux sensuels et doux au-dessus du linge blanc. Et ils étaient si nombreux dans les quartiers où ils étaient concentrés, si nombreux que par leur seul nombre, bien que résignés et fatigués, ils faisaient planer une menace invisible qu'on reniflait dans l'air des rues certains soirs. Et la phrase se continue. Donc Camus essaye de cerner cette coexistence tendue de la colonisation. L'enfance de Jacques Cormery, c'est les années 10 et les années 20. La guerre est elle-même présente dans le roman, il y a des parades dans la rue, il y a une bombe qui explose juste à côté de la maison de la mère de Jacques Cormery, et à un arrêt de bus, et la foule de Bellecour est prête à lyncher cet arabe, et l'arabe est sauvé par Jacques Cormery. Outre le vécu de la colonisation, le premier homme nous présente aussi l'histoire de la colonisation vue à partir du vécu des petits blancs. Alors, bien sûr, on a l'exode d'un grand propriétaire qui est en train de se faire, mais le roman insiste beaucoup plus sur l'enracinement des plus pauvres en Algérie, et Camus a lu beaucoup de récits sur l'arrivée des migrants en 1848 et 1871, c'est-à-dire le moment où la colonie devient colonie de peuplement, et où, à l'issue de la Révolution de 1948, on envoie un certain nombre de révolutionnaires mis au chômage, on les envoie là-bas en disant « bon, allez, vous aurez des terres là-bas », ou en 1971, on envoie ceux qui n'ont pas voulu rester en Alsace-Lorraine, et Camus lit les témoignages de cette arrivée très
très dramatique de ces migrants qui arrivent dans une terre qu'ils ne connaissent pas, qui ne savent pas cultiver la terre, encore moins cultiver la terre algérienne, et qui commencent dans la misère, la maladie. Ce sont ces petits blancs dont Jacques Cormery sait qu'il est le descendant, et il parle même de la tribu à laquelle il appartient. Et donc Jacques Cormery se fait raconter toute cette histoire par un fermier. Lui, il ne s'est jamais intéressé à cela, mais voilà qu'il réapprend, puisqu'il cherche qui était son père, il réapprend toute cette histoire à travers ce qu'on lui a raconté. Et il tâche de se représenter dans une sorte de rêve éveillé, de se représenter l'expérience que ça a été. Parce qu'il se dit, mon père, même s'il n'est pas arrivé en 48, mon père est de la même trempe que ces hommes qui sont arrivés en 48 ou en 71, ces pauvres qui sont venus d'Alsace-de-Lorraine, mais aussi bien d'Espagne, puisque la famille maternelle de Camus vient de Minorque. Et il se représente l'expérience de manière à pouvoir se représenter son père. Il n'a pas de photo de son père, il n'y a aucun fait précis sur son père, et il se dit, c'est uniquement en me représentant tous ces migrants qui arrivent là, que je saurai qui est mon père. Et il y a un passage extraordinaire où il dit il voyait son père qu'il n'avait jamais vu. Mais tout cela, après s'être représenté ce qu'avait été l'expérience de ces petits blancs arrivant en Algérie au milieu du XIXe siècle. Des foules entières étaient venues ici depuis plus d'un siècle, avaient labouré, creusé des sillons, de plus en plus profonds en certains endroits, en certains autres de plus en plus tremblés, jusqu'à ce qu'une terre légère les recouvre, et la région retournait alors aux végétations sauvages, et ils avaient procréé puis disparu, et ainsi de leurs fils et de leurs petits-fils. L'enracinement des plus pauvres se traduit aussi dans les cimetières, avec le vieux docteur qui a sans doute assisté à son accouchement. Jacques visite le cimetière aux dalles usées et verdies. Mais tout en marquant l'enracinement de ces petits blancs en Algérie, le roman montre leur éviction prochaine. Et le roman aurait pu s'intituler aussi « Les nomades ». Ils sont arrivés, ils vont repartir. Et pour ces pauvres, l'éviction, c'est le retour à un anonymat définitif, l'anonymat de tous les pauvres. Les brouillons nous indiquent que Camus a beaucoup cherché la fin du roman, avant même de l'avoir écrit en entier. Et parmi toutes ces fins, il y en a une que je voudrais vous lire. Et il s'écria, regardant sa mère et puis les autres, « Rendez la terre, donnez toute la terre aux pauvres, à ceux qui n'ont rien, et qui sont si pauvres qu'ils n'ont même jamais désiré avoir et posséder, à ceux qui sont comme elle dans ce pays, l'immense troupe des misérables, la plupart arabes et quelques-uns français, et qui vivent ou survivent ici par obstination et endurance, dans le seul honneur qui vaille au monde, celui des pauvres. Donnez-leur la terre, comme on donne ce qui est sacré à ceux qui sont sacrés. Rendre la terre, fin de citation, rendre la terre, c'est bien la fin du colonialisme. Et c'est ce dont il s'agit ici. C'est bien de dire deux peuples sur une même terre. Vous avez entendu la plupart arabes et quelques-uns français. Rendez-leur la terre à tous. Alors, vous avez entendu aussi dans cette phrase, la mère est présente. Elle est présente aussi dans tout le roman. Ça n'est pas une compensation à l'absence du père, ce n'est pas un refuge. Je n'ai pas le temps de développer la dédicace où il dit, pour le coup, Camus, là, Madame veuve Camus, intercesseur entre Camus et lui-même, mais elle fonctionne comme symbole. Et qui est la mère? Et je réponds à la petite phrase de Stockholm, entre la justice et ma mère. Je répète, la justice qu'il récuse, c'est la justice qui s'impose par le terrorisme. Mais la mère, qui est-elle finalement? Quand on regarde l'ensemble du roman, elle est le paradigme du pauvre, qui est toujours victime des guerres. Et Camus sait très bien que dans la guerre d'Algérie, il y a eu plus de victimes civiles arabes que de victimes civiles européennes, qui sont toujours la proie de l'histoire. Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Il s'agit de ne pas imposer la justice par le terrorisme, mais de faire justice à tous les pauvres. Et en conclusion de mon propos, je voudrais suggérer deux lettres. L'une est parfaitement imaginaire.
C'est une lettre que Jacques Cormery, alias Camus, pourrait écrire à Sadoc. Qui est Sadoc? Ça aurait été un personnage tout à fait important de la deuxième et de la troisième partie du roman, si l'on en croit les brouillons. Sadoc aurait été un camarade de jeunesse de Jacques Cormery, élevé à l'occidental arabe, élevé à l'occidental. Ils ont partagé dans les années 30 les mêmes engagements politiques, mais au moment de la guerre d'indépendance, il a pris le parti du FLN, tout en sachant les implications du terrorisme. Dans les brouillons, qui sont maintenant tous publiés, Camus a rédigé plusieurs scènes extrêmement tendues entre les deux amis, mais des scènes en même temps très belles, très respectueuses, très pleines de souffrance. Et à partir de ces scènes, il y en a quand même 4, on peut imaginer une lettre de Jacques à Sadoc. La deuxième lettre, elle, est tout à fait réelle. Elle a été publiée, même si elle n'a peut-être pas été envoyée, et elle est de Kateb Yassine. Oui, de Kateb Yassine à Camus, en 1957. 57. Vous avez bien entendu la date, et vous savez que Kateb Yassine est partisan de l'indépendance. Ce texte a été publié dans un recueil de textes de Kateb, et c'est le style flamboyant de Kateb. Mon cher compatriote, exilés du même royaume, nous voici comme deux frères ennemis, drapés dans l'orgueil de la possession renonçante, ayant superbement rejeté l'héritage pour n'avoir pas à le partager. Mais voici que ce bel héritage devient le lieu hanté où sont assassinés jusqu'aux ombres de la famille ou de la tribu, selon les deux tranchants de notre verbe, pourtant unique. On crie dans les ruines de Tipaza et du Nador. Irons-nous apaiser le spectre de la discorde, ou bien est-il trop tard? Verrons-nous à Tipaza et au Nador les fossoyeurs de l'ONU déguisés en juges, puis en commissaires-priseurs? Je n'attends pas de réponse précise et ne désire surtout pas que la publicité fasse de notre hypothétique coexistence des échos attendus dans les quotidiens. S'il devait un jour se réunir un conseil de famille, ce serait certainement sans nous. Mais il est peut-être urgent de remettre en mouvement les ondes de la communication avec l'air de ne pas y toucher qui caractérise les orphelins devant la mère, jamais tout à fait morte, fraternellement, Kateb. Je vous remercie. Merci Agnès. Deux petites questions. Première chose, qu'est-ce qui était la dernière fois que Camus a vu Algérie? La dernière fois que Camus est allé en Algérie, alors il est allé début 58, il y est allé à la Miss... Alors, il y allait tous les ans puisque sa mère y habitait. Il y est allé en 59 et il avait promis à Jean de Maisonseul d'y revenir plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, au printemps 60. Donc jusqu'en 59. Il y venait tous les ans. Mais presque toutes les années, il était là. Oui. Et il existe dans l'écriture de Camus une évolution de l'utilisation de le terme colonisation, les regards à Algérie comme colonie française. Alors, je ne sais pas une évolution dans le terme, mais en tout cas dans la position politique de Camus, oui. Toutes les recherches se développent sur les années 35, 36, 37, 38. Camus a été très très proche des milieux indépendantistes, très proche certainement de Ferhat Abbas, c'est sûr, mais aussi de Messali. Il y a un certain nombre de textes qui sortent en ce moment et qui montrent qu'il a sans doute été dans les années 37-38 plus loin dans le soutien aux indépendantistes qu'il n'est allé ensuite après la guerre. Voilà. Donc il y a certainement une évolution. Oui. Et Amos, vous pouvez parler un peu de votre découverte du texte de Camus et l'utilisation du texte pour former la base de ce film, pour l'inspiration pour ce film. Non, moi j'étais envie d'inviter Agnès parce que on fait l'expérience directe de juxtaposition de textes ou de transposition de textes qui étaient écrits dans notre contexte sur un autre contexte. On peut imaginer même que le texte bundiste du Parti socialiste russe, qui avait à la fois
un conflit avec les bolcheviks et avec les mouvements sionistes, parce qu'ils ont été par définition cosmopolites. Ils ont été grosso modo 50 ans, un demi-siècle avant le texte d'Albert Camus, qui ont eu la même démarche, c'est-à-dire ils ont posé la question comment ce monde utopique il va être composite de gens d'origine différente, mais sans un élément très excessif de nationalisme. Et comme Lénine, à la fois, et le mouvement sioniste, ils ont accentué le nationalisme, et le Bund, il avait une autre version plutôt cosmopolite, et il y a plusieurs textes de grands écrivains bundistes qui avaient cette même réflexion un demi-siècle avant Albert Camus. Mais pour revenir, il faut garder souvenir de ce mouvement qui était la base, comme vous savez très bien, le mouvement social révolutionnaire à la Russie était majorité juif avant la révolution. Et les bolcheviks qui sont pris le pouvoir, et Naum Clément, il va nous parler demain à travers le cinéma de Eisenstein et Dziga Vertov, des cinéastes russes, mais juifs aussi. Et comment était transposé ce mouvement qui, dans l'origine, le mouvement de gauche, qui n'était pas nationaliste, et les bolcheviks ont pris le pouvoir avec l'état dictature soviétique, etc., etc. Alors, pour revenir, Agnès, de ton discours que je trouvais très intéressant, et les citations vont arriver, que j'ai écoutées la première fois dans la ville natale de la maman d'Albert Camus. On était ensemble à Menorca, dans les conférences, où je montrais les lettres à mon ami de Gaza. Et je trouve que souvent, il y a un travail de juxtaposition dans les choses que j'ai faites. Et tout à l'heure, on va écouter aussi l'architecte, c'est-à-dire les 2 jours qu'on a pris comme challenge, c'est de juxtaposer à la fois des idées différentes, d'origines différentes, et juxtaposer des disciplines différentes, l'architecture, le cinéma, la musique, le théâtre, comment cet amalgame est fait, et comment à fin de compte, quand même, il faut faire une œuvre qui dit quelque chose, et c'était le travail qui était fait tout à l'heure par Frédéric Maire, par Joël, par Emmanuel, de parler de mémoire à travers des disciplines différentes. Alors, pour revenir à Albert Camus, d'ailleurs, qui était, je crois que dans toute l'école en Israël, on a pris le texte d'Albert Camus, c'était mandateur. J'imagine que maintenant, il va être remplacé par les bonnes études de Torah. Mais c'était les rebelles, la peste, c'était des textes obligatoires, même dans les bacs israéliens. Alors c'est toujours resté très fort dans la mémoire et aussi la réflexion que tu as évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la question de décolonisation, qui est un sujet très important pour le futur des rapports israélo-palestiniens, c'est-à-dire comment cette décolonisation va être faite d'une façon qu'on va libérer les Palestiniens de l'occupation israélienne, mais qu'il ne faut pas remplacer le régime colonial israélien par des despotes locaux. Que ça, si je comprends bien, c'est ça la question d'Albert Camus, comment il faut quand même que le régime futur qu'on espère, palestinien, il va quand même conserver les droits des femmes, les droits des minorités, des sociétés ouvertes. Et c'est des choses qui concernent Camus. Et même dans notre conférence à Menorca, j'ai été assis à côté d'un représentant qui est venu d'Algérie, qui n'était pas du tout content d'Albert Camus et son proposition pour comment cette vision qui Camus il dit qu'effectivement, si tu me corriges si j'ai tort, il y avait beaucoup de Français qui étaient des sadistes, qui tuaient des gens qu'il faut débarrasser, mais il y avait aussi des Français qui étaient intellectuels, médecins, écrivains, qui aimaient vraiment l'Algérie, et
c'est le bénéfice des Algériens qu'ils gardent en partie de cet Algérien particulier. Et comme l'Algérie, finalement, elle a viré tous les Français, elle est restée avec elle, c'est-à-dire la population algérienne restait seulement avec l'Algérien. Et je trouve qu'il faut toujours qu'il y ait l'autre. À l'intérieur des sociétés, il faut qu'il y ait l'autre qui existe. Alors, ça ne dérange pas la France d'exploiter par elf et piquer tout le pétrole algérien, ça marche très bien. Mais il n'y a pas ce dialogue nécessaire, culturel, entre des cultures différentes. Et je trouve que ça, c'est la question valable qu'Albert Camus nous pose sur... Alors, je sais, Richard, que c'est une réponse un peu longue à cette question. Pourquoi Albert Camus? Amos, vous pouvez parler un peu sur votre connexion avec Gaza. Était un endroit que vous avez connu déjà ou vous avez visité quelques fois? Oui, moi j'étais dans le film qui était évoqué tout à l'heure par Joël, Give Peace a Chance. Et même avant, j'étais plusieurs fois à Gaza, dans des circonstances différentes pour filmer, mais aussi pour visiter. La chose qui est impossible actuellement, Gaza elle est complètement fermée. Je suis assez d'accord avec Amir Haas, qui a même écrit hier à Haaretz, que les conditions de vie de Gaza deviennent invivables. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de personnes qui sont dans une sorte de grande prison. Mais moi, j'ai visité plusieurs fois Gaza. Et je même dormais à Gaza, dans une sorte d'hôtel Barton Fink, comme ça, avec des bodyguards palestiniens, avec des Kalachnikov qui étaient à côté des chambres où j'ai dormi. Mais j'ai posé la question aussi à Yitzhak Rabin sur Gaza, et dans un des interviews que j'ai fait avec lui, qui est aussi dans les donations que j'ai fait à la Bibliothèque nationale, Rabin, il parle de Gaza. Alors il dit que si Israël sort de Gaza, il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait de la nourriture, il faut qu'il y ait 24 000 fonctionnaires palestiniens qui vont voir le salaire. Il dit même qu'il faut qu'il y ait de l'oxygène dans l'hôpital. Alors cette vision-là, c'est-à-dire comment on fait les démarches de paix dans laquelle l'autre existe, ce n'est pas unilatéral, ce n'est pas nous et nous et nous, notre histoire et notre souffrance, qui recycle même le Shoah comme un argument pour continuer à contrôler Gaza. Alors, ce questionnement-là, il existe de ce discours de Rabin, c'est-à-dire qu'il a dit que si Israël sort de Gaza, il faut que les Palestiniens vont avoir des modes de vie civilisés. Et cette dimension-là, elle est absente des démarches de la politique israélienne. Et c'est pour ça qu'il est critiquable. En plus, que je trouve que l'idée de donner des droits de tir sur des manifestants non armés, avec plus que 300 morts et des milliers de blessés, et qu'on ne donne même pas un accès au traitement dans l'hôpital, ça devient une situation très dramatique, et les gens ils passent à autre chose, des choses quotidiennes. C'est pour ça que je trouve que le texte d'Amir Haas, lu par Hila, est important, c'est-à-dire que pas seulement l'israélien, mais le monde passe à autre affaire, il y a autres drames, il y a les gilets jaunes ici, il y a des choses ailleurs, c'est-à-dire cette énorme prison humaine de 2 millions de personnes avec leur quotidien, Alors, pour moi, c'est une raison de faire un geste. C'est vrai que le cinéma, il n'est pas le moyen le plus efficace et direct sur la politique, mais il faut commencer quelque part. Et dernière question, la décision d'utiliser cette photo à la fin du film, des photos de proteste. Non, c'est-à-dire, d'abord, il y a beaucoup de choses qui viennent de mes propres archives. Il y a le mur qui vient d'un film qui s'appelle News from Home. Il y a les luttes d'époque de romans qui vient des spectacles. Il y a
camp de réfugiés que je tournais dans mon film Journal de campagne en 1982. Et il y a les photos qui sont des photos actuelles. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire, si vous voulez, de conflits. Dans ce conflit, il n'y a pas de gens angéliques, c'est-à-dire il n'y a pas d'angélisme dans ce conflit, mais comme il dit d'ailleurs justement Albert Camus, mais il faut quand même demander de l'action politique. Alors le cinéma, à mon avis, il ne doit pas être doctrinaire ni trop didactique, mais il faut qu'il fasse un travail subversif contre les politiques correctes et le calme artificiel, et il appelle à l'action. Alors, on a fait comme sur l'histoire de Rabin que Joël il a décrit tout à l'heure, on a fait le court-métrage, maintenant on a fait une pièce de théâtre, et c'est le moyen dans lequel il faut quand même parler de quelque chose. Bon, merci Agnès, merci Amos, merci à vous.